Attention, les premières minutes de la vidéo comportent un récit de vie sur un événement violent. Si vous voulez directement passer à la partie théorique de la vidéo, je vous invite à sauter directement à 7 minutes 08. Il y a à peu près 10 ans, j'avais 23-24 ans, et j'habitais à Paris, dans le quartier de Saint-Michel. Et un jour, en fin d'après-midi, je crois que ça devait être un dimanche, je rentrais chez moi, et je descends du train, ou du RER, à Saint-Michel, je sais plus très bien, et je suis les yeux rivés sur mon téléphone. Je regarde mon téléphone intensément, je sais plus ce que je regardais dessus, peut-être une vidéo, peu importe. Et je distingue du coin de l'œil un homme qui est là, sur le quai, à 1m50, 2 mètres de moi, dos à moi, et qui va dans la même direction que moi. Et j'y fais pas attention, je reste sur mon téléphone. Et le train redémarre, et pas à toute vitesse. Et au moment où je lève les yeux de mon téléphone, cette personne pose son pied pile entre le quai de la gare et le train, qui file déjà à toute allure. Et cet homme se retrouve happé dans les 10 cm, 15 cm qui sont entre le quai et le train. Et à ce moment-là, il me regarde, et je le regarde, et ça a l'air de durer une éternité à ce moment-là, alors que ça a dû durer une demi-seconde. Et il est happé par le train, et il disparaît sous le train qui file. Lorsque le train part totalement quelques secondes après, je saute sur les voies avec un inconnu, et on récupère l'homme pour le mettre sur le quai, et il est évidemment inconscient, et donc on le pose en PLS, enfin je le pose en PLS, et je lui tiens la main pendant toutes les minutes qu'il faut attendre pour les secours. Et je lui tiens la main et je lui parle pendant toutes ces minutes-là, qui ont l'air d'être une éternité. Je ne sais pas combien de temps ça a duré en vrai, mais je crois que ça a duré vraiment longtemps, mais en plus, évidemment, ça paraissait être une éternité. Les secours sont arrivés, et puis, malgré les massages cardiaques, malgré tout ce qui a été fait, il est mort devant moi ce jour-là. Toutes les tentatives de réanimation se font devant nous, avec les quelques témoins. Et moi, je suis obligé de rester, parce que la police m'a dit vous, il faut que vous restiez, vous l'avez vu, vous êtes allé le chercher, on a besoin de votre déposition. Donc je suis obligé de rester. Et au moment où je demande est-ce que je peux aller attendre un peu sur le côté plus loin, on me dit non, il faut que vous restiez là sous la main. Donc on me demande de rester devant les tentatives de réanimation, encore et encore. Quelques temps après, je me retrouve au commissariat, à Saint-Michel, et donc je fais une déposition de tout ça. Et on me propose pas du tout de soutien, ou on me suggère pas du tout même d'aller voir quelqu'un. Et ce qui laisse quand même à un endroit, on se dit il n'y a pas de raison que je sois choqué par tout ça, parce que ce serait le cas. On proposerait sans doute quelque chose, mais on le fait pas. Donc je crois qu'il y a une partie de nous à ce moment-là qui accepte le fait que non, on n'est pas censé être choqué de ça. C'est quelque chose qui nous donne l'image, qui nous donne l'idée que ce qu'on a vécu, c'est pas si grave que ça. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que pour certains d'entre vous, ça aurait pas été choquant, et que ça aurait été histoire de quelques pensées sur ça, et puis au bout d'un moment, ça serait parti dans les oublis. Mais pour moi, ça a été plus grave que ça. J'en ai parlé le soir, évidemment, à ma copine de l'époque, en pleurs. J'en ai parlé en pleurs. Et ensuite, j'en ai plus jamais parlé. Ni à ma copine, ni à ma famille, ni à mes amis. Parce que je savais que si j'en reparlais, je m'effondrais. Et que je m'effondrais littéralement. Parce qu'il y avait une partie de moi qui se croyait totalement responsable de ce qui était arrivé. Parce que si j'avais levé les yeux de mon téléphone, j'aurais vu que cette personne était bourrée, j'aurais vu qu'elle marchait trop près du train, et j'aurais pu faire quelque chose. Parce que j'étais à une portée de bras. Et j'ai porté cette responsabilité pendant des années en me disant
je suis une mauvaise personne, j'aurais pu faire quelque chose pour que cette personne-là ne meure pas. Et évidemment que c'est ridicule, quand on l'entend comme ça. Évidemment que c'est ridicule, mais c'est ça aussi, le traumatisme. C'est aussi des points de vue qui n'ont plus de logique, et qui se créent, et qui deviennent réels. Alors j'en ai plus jamais parlé, j'ai gardé ça au fond de moi, et j'ai laissé ça, non pas disparaître, mais juste être caché, et me ronger pendant des années, parce que j'aurais jamais pu en reparler. Et puis un jour, en thérapie, quelqu'un m'a aidé à mettre le doigt dessus, à mettre le doigt sur cet événement-là, à accueillir pleinement tout ce qu'il pouvait y avoir comme émotion autour de cet événement-là, et puis toutes les différentes parties de moi qui avaient pu se créer autour de ça. Celles qui pensaient que j'étais responsable, celles qui trouvaient que c'était ridicule de penser qu'on était responsable et qui donc créaient encore un peu plus d'angoisse autour de ça, celles qui avaient juste été témoins et qui avaient simplement subi, toutes ces parties-là. Et puis surtout d'accepter et de comprendre que j'avais le droit d'avoir été pleinement et réellement traumatisé par ça, que j'avais le droit d'avoir été détruit par ça et de souffrir encore des années après, et que c'était ok en fait. Et qu'en même temps, si c'était le cas, si j'acceptais ça, alors j'acceptais peut-être quelque part de commencer à guérir. Quand on accepte qu'on est blessé, alors on accepte de comprendre qu'il y a un processus de guérison. Et c'est évidemment une blessure qui est toujours là, c'est évidemment quelque chose qui continue à créer des émotions, mais je ne la subis plus. Elle fait partie de moi, elle évolue avec moi, elle guérit avec moi. Et tout ce dont on va parler dans cette vidéo, toutes les théories des traumas, j'aurais aimé le savoir à l'époque parce que j'en aurais peut-être plus parlé, j'aurais peut-être moins attendu, j'aurais peut-être plus assumé, ou alors au contraire, j'en aurais pas parlé, j'en aurais pas dit, mais en sachant pourquoi, en sachant en quoi c'était important pour moi de garder le silence à ce moment-là. En tout cas, sans doute que j'aurais tout simplement été moins perdu. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Selon Lénore Terre, qui est un peu la spécialiste des souvenirs enfouis, il y a deux types de traumas. Le type 1, c'est celui qu'on appelle le traumatisme simple. C'est celui qui est lié à un événement qui est unique, qui est limité dans le temps et qui nous est arrivé directement. Et quand je dis qu'il nous est arrivé directement, ça veut dire qu'il nous est arrivé, mais dont on a aussi été le témoin direct. Moi, par exemple, dans mon cas, c'est pas moi qui ai fini sous le train, mais j'ai été le témoin direct. Donc moi, par exemple, c'est un événement de type 1. Il est unique, il est limité dans le temps et il m'est arrivé. Le traumatisme de type 2, il vient d'une situation très forte qui se répète encore et encore, ou qui pourrait se répéter et qui laisse planer un peu cette ombre-là, le fait que peut-être ça pourrait se répéter. Ce traumatisme de type 2 peut potentiellement nous changer de manière très profonde parce qu'il nous pousse à une adaptation pathologique à l'environnement. Quelque chose se répète souvent, quelque chose pourrait se répéter encore et encore, et du coup je m'adapte pour survivre dans cette situation-là. Les violences familiales, les humiliations à répétition à l'école par exemple, tout ça, ce sont des traumatismes de type 2. Donc en gros, traumatisme de type 1, un pic très stressant qui traumatise, traumatisme de type 2, plein de petits pics qui traumatisent. Plus tard, on rajoutera un traumatisme de type 3. Le type 3, c'est une montée et un plateau, c'est-à-dire que l'agent qui traumatise est toujours là dans son intensité maximum. Donc les types 3, c'est les camps de concentration, les guerres très violentes, les camps de torture. Voilà, c'est un endroit où l'intensité est à son maximum tout le temps. Ce type de catégorisation, il peut paraître très froid, mais à mon avis, il est important autant pour le praticien que pour le patient, pour le client. Parce qu'il permet de voir qu'une sorte d'entité supérieure, qu'on appellera la science ou la psychologie ou peu importe, reconnaît en fait tout simplement qu'il y a plein de manières d'être traumatisé. Que ce n'est pas forcément un événement traumatique qui arrive et on devrait être traumatisé par celui-là. Ça peut être un événement, ça peut être plusieurs, ça peut être quelque chose de planant, de présent tout le temps. Ça peut prendre plein de formes. Et c'est ça qui est intéressant dans cette catégorisation, c'est de se rendre compte que ça peut prendre toutes les formes. C'est aussi important de se rendre compte que dans ces catégories-là, il n'y a jamais de question de puissance, de valeur de l'événement traumatique. N'importe quel événement peut être traumatique puisqu'il est subjectif. La force de cet événement est subjective. Donc n'importe quel événement peut être traumatisant pour soi. C'est pour ça que c'est important de ne pas se dire « Ah mais telle personne n'est pas choquée, du coup c'est bizarre ce que je ressens, ça n'a pas du tout sa place. » En fait si. Deux dernières choses sur les catégorisations de trauma. On parle de traumatisme complexe. Quand il y a tellement de sources différentes de trauma,
qu'en fait on n'y comprend plus rien, qu'on n'est plus capable de dire quel trauma est lié à quoi, quelle sensation a créé quoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc dans ces moments-là, c'est évidemment le moment où jamais d'aller se faire accompagner pour, avec un praticien, y voir un peu plus clair là-dedans. Et le plus souvent, on parle aussi de trauma direct parce que c'est quelque chose qui nous est arrivé directement. Mais sachez qu'on peut aussi parler de trauma indirect, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne nous est pas arrivé, c'est quelque chose dont on n'a pas été témoin, mais c'est le témoignage des autres personnes qui nous traumatise. L'exemple typique pour nous, c'est les attentats du 13 novembre, où de nombreuses personnes, évidemment, n'ont heureusement pas vécu ce qui s'est passé dans l'attentat, dans le Bataclan, mais où beaucoup de gens, avec les témoignages, avec ce qu'il y avait à la télé, avec toutes ces choses-là, ont vécu par procuration cet attentat-là et ont été traumatisés par ce dernier, alors qu'il n'était pas là. Notre cerveau, notre imagination remplit les trous, imagine des choses, notre empathie nous projette dans cette situation-là et ça nous traumatise. Tout notre système fait qu'on peut être traumatisé par des événements où nous n'étions pas, et c'est important de se le dire, c'est totalement légitime là encore. D'abord, n'oublions pas qu'en vérité, le psychotrauma, c'est quelque chose d'assez nouveau et qu'on revient d'assez loin. Pour préparer cette interview, j'ai lu entre autres une interview de Boris Cyrulnik qui nous rappelait que pendant la Première Guerre mondiale, les médecins ne pensaient absolument pas qu'on pouvait être traumatisé par ce qu'il se passait sur le champ de bataille. Donc quand des soldats revenaient et étaient traumatisés et ne pouvaient plus parler, ne pouvaient plus bouger, étaient dans des états de choc, eh bien qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ce qu'on appelle le torpillage, c'est-à-dire qu'on les électrocutait, on leur électrocutait très violemment les cuisses, enfin certains membres, pour un peu les motiver à reprendre du courage et à y retourner, parce qu'on partait du principe que juste c'était des lâches et que ce traumatisme n'existait pas. Quand Boris Cyrulnik a commencé la médecine en 1960, apparemment, à Paris, on faisait encore des torpillages pour les faux paralysés, ceux qui ne bougeaient plus à la suite d'un état de choc et on ne savait pas pourquoi, hop, un coup d'électrochoc pour les motiver. Et pour ceux qui se demandent, évidemment, très mauvais résultat, ça ne marchait pas. Et d'ailleurs, Cyrulnik fait la différence entre deux facteurs qu'il définit comme primordiaux face au trauma. Le facteur de protection correspondrait à ce qu'on a construit comme base émotionnelle, et évidemment ça se passe principalement au niveau de la petite enfance. Est-ce que l'environnement fait que l'enfant se sent stable, peut traverser des émotions, créer des apprentissages en les traversant, et à la fin voir que tout va bien. En gros, quelque chose à l'intérieur de moi apprend qu'on peut traverser des choses très fortes, très puissantes, pleines d'émotions, et à la fin, être toujours vivant. Et d'un autre côté, le facteur de résilience, si je suis traumatisé par un événement, qu'est-ce que j'en fais? Comment je le gère? Là aussi, c'est évidemment lié à l'éducation. Si on a appris à mettre en mots, si on a appris à poser ses émotions, alors c'est plus facile de le traverser, mais c'est aussi quelque chose, ce fameux facteur de résilience, qu'on peut aller travailler avec de l'aide. Alors ça peut être des amis et de la famille, mais ça peut être, si on ne sait pas mettre en mots, aller voir un praticien, aller voir un spécialiste, et souvent mettre en mots ensemble, ressentir ensemble, venir soutenir tout ce qu'il y a et qui pour le moment ne trouve pas de forme. Et sachez pour finir que chacun est différent par rapport à son trauma, que vous soyez du style à en parler tout le temps pour avoir besoin de le sortir presque physiquement de votre corps, ou que vous soyez du style à plutôt le garder pour vous, à n'en parler jamais, alors tout est légitime et il n'y a aucune honte à avoir. La seule petite chose à garder en tête, c'est de se dire tiens, est-ce que j'ai besoin, là, maintenant, d'être accompagné? Et ça ne veut pas dire de tout changer, et ça ne veut pas dire de nier tout ce qui a été fait, ça veut juste dire est-ce que dans ce que je suis en train de faire, et qui a sa place, et qui est ok, est-ce que j'ai besoin d'un soutien extérieur? Et de la même manière, même après un accompagnement, parfois, certains ont des cicatrices qui sont totalement refermées, d'autres auront des choses qui de temps en temps se réveilleront, de temps en temps seront présentes. Chacun est particulier, chacun est unique avec son trauma. Et donc aucun des points de départ n'est le même et aucun des points d'arrivée n'est le même. Je ne sais pas d'ailleurs si un jour on est vraiment 100% arrivé. Et libérez-vous évidemment des gourous qui vont vous dire la meilleure manière de guérir, la meilleure manière de se libérer, de mener sa vie, etc. Foutez ces gens à la poubelle. Voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est sans doute que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter parce que ça fait toujours très plaisir de vous lire. Si vous voulez faire un accompagnement individuel ensemble, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site hypno.live. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!